Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir l'émetteur commun qui est un amplificateur de classe A. C'est pas le meilleur des amplis puisque même au repos il consomme. Même quand il n'y a pas de signal d'entrée, il consomme. Enfin, pour un petit bricolo, ça peut toujours être utile. Et on ne va pas rentrer dans les détails, on va juste faire les calculs simples que j'appelle académiques, c'est-à-dire ceux qu'on voit en école. Mais bien sûr, il y a toujours moyen de calculer différemment. Je ne sais pas si je prendrai le temps de le faire, mais enfin, au moins celui-ci fonctionne. Cette méthode fonctionne, puisque c'est celle qu'on apprend en école. Et donc, nous allons la voir, au pas à pas, et ensuite en fonctionnement. Alors, c'est parti! Alors, en premier lieu, il nous faut bien sûr le schéma et les données d'entrée. Pour ces dernières, nous avons donc la tension d'alimentation qui est de 20 volts, le courant IC qui est fixé à 5 mA, la fréquence de travail qui est de 20 kHz et le gain HFE ou bêta du transistor qui est de 180. Pour calculer RE, on applique la règle du dixième, c'est-à-dire qu'on divise par 10 la tension d'alimentation et donc la tension aux bornes de RE est égale à 2 volts. On en déduit RE par le calcul. RE, c'est la tension à ces bornes divisée par le courant IC. Ça nous donne donc 400 ohms, soit, en valeur normalisée, 390 ohms. Pour le calcul du RC, il faut que le montage fonctionne au plus près du point milieu. Et donc, RC doit être sensiblement égal à 4 fois RE, ce qui nous donne 1560 ohms, soit 1,5 kg en valeur normalisée. Pour calculer la polarisation de base, soit le pont R1-R2, il nous faut déterminer les tensions aux bornes de ce pont. Ça n'est pas très compliqué dans la mesure où on connaît déjà la tension borne de RE et on sait que le VBE d'un transistor NPN au silicium est de 0,7 volts. Donc la tension borne de VR2 est de 2,7 volts, ce qui fait que la tension borne de VR1 est de 17 volts 3. Pour calculer ce point, il nous reste à décider dans quel mode il va travailler. Il existe deux modes, le mode soutenu et le mode ferme. Pour chacun, R2 est fonction de bêta et de RE, multiplié par un coefficient de 1 centième pour le mode soutenu et 1 dixième pour le mode ferme. À partir de là, et selon la règle du diviseur de tension, on obtient R1 qui est égal à VR1 sur VR2 que multiplie R2. Si nous optons pour le mode soutenu, R2, selon la formule, est égal à 680 ohms en valeur normalisée. Pour R1, 4357, c'est assez loin des valeurs normalisées. Aussi, nous prendrons deux résistances, une de 3,9 kg et une de 470 que nous mettrons en série. Et avant de passer au montage, on va récapituler. R1, c'est donc une résistance de 3,9 kg avec une résistance de 470 en série. R2, une 680 ohms. RC, 1,5 kΩ. Et RE, 390 ohms. Il nous reste à présent à passer à la réalisation du montage, avant de passer aux essais. Voilà le câblage réalisé. Alors, nous avons la résistance de 1,5 kg pour la résistance de collecteur. Nous avons la résistance de 390 ohms pour la résistance d'émetteur, avec son condensateur de découplage de 100 micros, le transistor de Zen2219, le couple 3,9 kg et 470 pour réaliser la résistance R1, et enfin la 690 ohms pour la résistance R2. Nous avons ensuite une résistance de charge de 10 kg et un condensateur de liaison pour la sortie de 4,7 micros. Ici nous avons le condensateur de liaison d'entrée de 4,7 micros également, avec une résistance de 1 kg. Le signal d'entrée venant d'un générateur de fréquence, sa résistance, son impédance de sortie étant assez faible, elle a tendance à écrouler la résistance de base du transistor
et c'est le condensateur qui vient avec son impédance en fonction de la fréquence modifier le signal d'entrée en créant une distorsion, en diminuant l'amplitude, enfin en rajoutant des cochonneries, ce qui fait que quand on les amplifie à la sortie, ça devient un petit peu critique. Et cette résistance de 1 kΩ permet d'équilibrer le montage et de conserver une belle sinusoïde à l'entrée et à la sortie. Alors maintenant on va passer au branchement et puis on revient de suite pour faire les essais. Alors on va mettre en route tous les petits bonhommes. Ici, il faut faire attention, on est déjà à 5 volts. Je ne sais pas si on le voit correctement. Mais ici, donc on va descendre tout de suite. Et on passera ici. Ok. À présent, on va brancher le signal d'entrée. On va en profiter, on va regarder sur le silo. Alors sur le silo, nous allons choisir la source en CH2, c'est-à-dire le signal de sortie. Et en CH1, ce sera le signal d'entrée. Alors CH1, le voilà. Voilà pour CH1, le signal d'entrée, pardon. Le signal de sortie est en CH2. CH2, c'est le signal bleu. Ce sera la ligne bleue des Vosges. Voilà pour le CH2. Et maintenant, il nous reste à brancher l'alimentation. D'abord le plus. Ensuite, le moins. Voilà, pour le plus. Et voilà pour le moins. Alors ici, on met 20 volts, puisque c'est la tension d'alimentation prévue qu'on a établie. 10 mA de consommation. Et ici, on est à 10 kHz et on va mettre 10 mV pour commencer. Et 20 mV, 40 mV. On s'aperçoit qu'en sortie, voilà, on a un petit 50 Hz qui est dans le secteur. C'est un peu gênant, mais enfin, on fera avec. Hein. Alors, nous avons 30 mV en entrée et nous avons en gros 800 mV en sortie. Donc on voit qu'on multiplie en gros par 25, ce qui n'est pas si mal, sur une résistance de 10K, parce qu'évidemment si on met une résistance de 1K, on ne va pas amplifier autant, hein, ça va se casser la figure sérieusement. Alors maintenant on va vérifier si ça suit en fréquence. Alors on va descendre.
Alors ici, bien sûr, on est à 0. Voilà. Là, on est à 1 kHz. Bon, les défauts du signal sont dus essentiellement au générateur et au lecteur. Tout est en numérique, c'est pas du matériel de haute qualité. Et donc on voit ici le signal qui n'a pratiquement pas bougé en amplitude. Et au niveau fréquence, pas de distorsion. À présent, on va grimper. Donc on revient à 10 kHz. 10 kHz, on voit que le signal est toujours bon. 20 kHz. Le signal reste bon. On a toujours notre 50 Hz. C'est un peu gênant, mais bon. On va voir jusqu'à où il peut monter, puisque là pour l'instant il n'y a pas d'atténuation. Là on va arriver à 100 kHz. Ça y est, là il a commencé un petit peu à descendre. Là on est à 100 kHz, il a un petit peu perdu en amplitude, mais au niveau distorsion, on n'a toujours rien. Voilà donc pour l'émetteur commun en classe A. On s'aperçoit que c'est pas si mal que ça. Alors bien sûr derrière, si vous voulez mettre un haut-parleur, il faudra ajuster en impédance et donc mettre derrière un collecteur commun de façon à pouvoir sortir une impédance correcte sur 8 ohms. Voilà, ben j'espère que ceci vous aura apporté un petit plus et surtout qui vous permettra de réaliser rapidement un émetteur commun, un petit ampli. Et après, il y a un peu plus simple en utilisant un ampli hop. On verra ça une autre fois. Voilà, ben merci d'avoir écouté cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine.